Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète Théo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, encore une fois, et si on lisait le mythe de Cthulhu d'Howard Phillips Lovecraft. Et nous poursuivons donc cette lecture avec une quatrième nouvelle ce soir. Nous avons déjà lu trois nouvelles lors de live précédent. On a lu L'appel de Cthulhu, Par-delà le mur du sommeil, La tourbière hantée, et ce soir nous lirons La peur qui rôde. Wouh. Rien que le titre donne envie, je trouve. The Lurking Fear en anglais. J'ai hâte de découvrir cela. Et oui, ce soir, on ne fera qu'une seule nouvelle. Comme je le disais, je préfère faire des lives lorsque c'est des nouvelles. Je préfère faire des lives de lecture qui se cantonnent à une nouvelle ou à très peu dans une soirée, de manière à ce que les histoires ne s'interfèrent pas les unes entre les autres, etc. Donc voilà, je trouve ça mieux. Donc du coup, je vous annonce que ce live de ce soir sera excessivement court. En tout cas, comparé à d'habitude, il sera très court. Je pense qu'on pourra avoir fini la lecture d'ici une heure à tout casser, quoi. À tout casser, et encore, parce que je vais faire pas mal de pauses, parce que cette nouvelle se décompose en plusieurs chapitres. Malgré sa petitesse. Bref, si vous êtes en train de me regarder en vidéo sur YouTube, sachez qu'il s'agit ici d'une rediffusion d'un live Twitch. De ce fait, je vais forcément parler avec le chat lors de l'intro, lors des pauses que je vais effectuer dans ma lecture. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à aller dans la description de la vidéo et à cliquer tout simplement sur les timecodes qui vous permettront d'aller directement de chapitre en chapitre, et voilà, de suivre la lecture sans forcément vous taper tous les entre-deux. Voili voilou, sur ce, Wakina, bonsoir, merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir par chez nous, n'est-ce pas? J'espère que tu vas bien, et j'espère que la lecture de ce soir te fera kiffer. Et d'ailleurs, je sais pas, je sais que tu regardes les rediffusions pour t'endormir, ce que je trouve juste trop chou. Euh, Est-ce que tu trouves. Enfin, je sais pas du coup si tu as lu le mythe de. Enfin, si tu as écouté le mythe de Cthulhu vraiment. Mais si tu veux donner un retour sur les premières lectures du mythe de Cthulhu, n'hésite pas. Si tu as bien aimé ou pas, d'ailleurs, peu importe, hein. Peu importe ton avis, ça m'intéresse. Qu'as-tu pensé de Lovecraft? Est-ce que c'est la première fois que tu découvres, etc. Si ça a été le cas, bien sûr. Voilà, voilà, n'hésite pas à nous dire tout ça. Sur ce, on va procéder à l'introduction que je fais généralement lors de mes lives, c'est-à-dire tout simplement que je vais parloter une dizaine de minutes, le temps que les gens qui voudraient suivre la lecture en live puissent arriver à temps. Et du coup, je vais juste vous parler vite fait de ma life, de ce qui se passe dans ma life, de mes projets, tout ça, tout ça. Euh, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je sais que je dis ça à chaque fois et au final, je vous dis plein de choses, mais j'ai l'impression de beaucoup me répéter, donc j'ai pas envie non plus de devenir fatigant à me répéter. Euh, je vais commencer, je pense, par cela, tout simplement. Je vais vous donner le dixième et ultime indice concernant les lives secrets que je compte mettre en place. Encore une fois, je me répète, mais ces lives secrets ne sont pas prêts d'arriver. Je suis encore en train de me préparer, je suis encore en train de bosser dessus, et c'est hyper compliqué. Mais bon, je vais essayer de faire ça bien. Je vous avoue que là, en ce moment, je fais quasiment que ça de mes journées. Parce que je commence à me prendre de passion pour ce projet. Et j'espère en faire quelque chose de grand. Voilà, donc j'essaie de le faire, j'essaie de le rendre intéressant, sympathique et de qualité. Mais du coup, ça sera pas pour tout de suite. Et du coup, le dixième indice que je vais vous donner sera le suivant. Ça sera tout simplement le mot jeu. J-E-U, comme un jeu de société. Voilà, voilà, comme ça, je vous ai donné bien 10 mots, enfin 10 indices hyper compliqués et qui peuvent ne sembler avoir aucun rapport. Mais en vérité, la clé de décodage est toute simple. Si vous trouvez la clé de décodage, vous arrivez à tout traduire facilement. Et si vous arrivez à tout traduire facilement, vous devriez trouver le thème de ces lives mystérieux, ces lives secrets, assez facilement, vraiment, hein. Assez facilement. Merci Wakena, c'est gentil.
Du coup, je ne peux plus tenir, hein, j'avoue que je fais ça un peu à la va-vite, mais j'ai vraiment trop envie de me délecter de cette boisson des dieux. Donc je vous laisse entendre le bruit miraculeux. Oh là là. Oh là là, c'était beau. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne santé. Installez-vous, prenez de la mangeaille, de la boisaille. Détendez-vous et on est parti pour une soirée dans l'horreur avec H.P. Lovecraft. Santé. Ah là là, ça fait du bien. J'ai fait une petite cure de Coca-Cola pendant un mois, j'en ai pas bu quasiment. Et là, depuis que je le redécouvre, je suis... Ah, paradis. Du coup, concernant la suite de mes projets, que puis-je vous dire? Donc oui, je continue à travailler sur ce projet secret quasiment tous les jours. J'y prends du plaisir, ça c'est grave cool. Euh, que puis-je vous dire d'autre? J'avais eu une idée. Une idée m'était apparue. Et j'ai soudain oublié. Je peux vous dire que... Ah ouais, c'est vrai que c'était pas le cas au dernier live. Oh bah en fait j'ai quand même fait des choses, hein. J'ai continué à travailler sur un de mes jeux de société. Donc est-ce que je vous donne le titre? Tiens, je vous ai pas encore donné le titre. Ce serait peut-être l'occasion et ça vous donnerait justement peut-être des repères plus aisés pour me comprendre lors des prochains lives. Bon voilà, je vous le dis. J'avais commencé à travailler sur un jeu de société dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui s'appelle Mission Secrète, et qui pour le coup est abouti. Les mécaniques sont terminées, le jeu a été testé et retesté dans tous les sens, il marche plutôt bien, voire très bien. Enfin, à mon sens en tout cas. Disons que c'est concluant. Donc ce qui reste, c'est tout simplement la production, entre guillemets. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on fasse les dessins, il faut qu'on fasse des textes qui soient compréhensibles pour tous, et ainsi de suite. Il y a un peu de réflexion, il y a un peu de mise en œuvre, enfin voilà. Donc pour le moment, on va dire que ce projet est entre guillemets en pause, parce que faut que je trouve le bon timing pour faire ça facilement, etc. Je vais pas entrer dans les détails techniques et un peu embêtants, mais voilà, disons que pour le moment c'est un peu en pause. Bien que j'ai une idée, ça je vous l'avais déjà dit aussi, j'ai une très bonne idée, je pense, pour faire une deuxième extension. Oui, je sais, le jeu de base n'est pas encore sorti, que je prévois déjà la deuxième extension, mais bref. Donc je pense que je vais travailler sur la deuxième extension dans les semaines à venir également. Et du coup, il y a eu un deuxième jeu de société dont je ne vous dirai rien pour le moment parce qu'il est encore loin d'être abouti pour le coup, celui-ci. Et enfin, un troisième jeu de société qui sera celui qui nous intéressera ici, puisque j'ai travaillé dessus ce week-end et que j'ai rajouté, si je dis pas de bêtises, un truc genre une vingtaine de cartes. Alors, j'ai pas fait les dessins encore une fois, hein, là c'est que de la préparation. J'ai pas fait les illustrations, j'ai pas fait la mise en page, quoi que ce soit. C'est tout simplement créer les cartes, imaginer quels sont leurs effets et quelles implications elles ont dans le jeu. Et donc voilà, on en a fait une vingtaine ce week-end, ce qui était plutôt cool. C'était plutôt intéressant. En fait, il faut énormément de cartes pour, pour jouer à ce jeu. Mais du coup, même quand on en fait une petite partie, on a l'impression d'avancer. C'est ça qui est bien. Parce que là, même en faisant une petite partie, bah, ça fait quand même 20 cartes. Donc au final, on se dit, ah c'est cool, j'ai bien bossé. Donc c'était assez satisfaisant. Et j'ai hâte en fait d'avoir suffisamment de cartes pour pouvoir tester le jeu. Donc c'est pour ça aussi que je booste là-dessus. J'essaie de créer suffisamment de cartes afin de pouvoir faire des parties test. Et donc, je ne vous ai toujours pas révélé le nom de ce jeu de société secret. C'est peut-être un nom provisoire. Pour le coup, mission secrète, je pense que c'est définitif. Là, c'est peut-être provisoire. Ça s'appellerait, je pense, La Nuit des Monstres. Et du coup, bah voilà, pour ceux qui connaissent un peu mon tempérament et qui auraient vu pas mal de mes lives, peut-être que ça fera du sens pour eux et qui se diront, bah oui, c'est évident, La Nuit des Monstres, c'est évident. En tout cas, j'espère que ça vous donnera une petite indication, un petit aiguillage sur ce que je compte réaliser avec ce jeu. Et je vous en parlerai bien plus en profondeur un de ces eaux-là. Alors, je savais pas que le coca avait cet effet-là sur toi. Ouais, j'avoue que le coca, pour le coup, je suis peut-être un peu drogué au coca, j'avoue, hein. Bon, après, ça peut me dégoûter quand j'en ai trop. Mais il y a une époque où c'était une canette par jour et j'ai décidé de moi-même de ralentir et du coup maintenant je suis à une canette tous les 3 jours.
Mais j'avoue que j'aime beaucoup ça. Et c'est pas forcément très bien vu que c'est pas forcément très bon pour la santé. Mais bon, je ne peux m'en passer malheureusement. J'essaie de me soigner. Et du coup, que puis-je dire de plus? Bah écoutez, je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses. Une autre chose, j'ai recommencé à jouer à Minecraft un petit peu. Je vous avoue que j'y joue pas autant que ce que j'aurais cru. Enfin, je réaccroche pas autant que j'aurais cru. Donc du coup, c'est pas sûr qu'il y ait des lives de gaming sur Minecraft à venir, mais c'est toujours une possibilité que j'envisage. Il suffit que je trouve un projet qui me botte vraiment et je risque de geeker comme un porc. Donc voilà, c'est toujours possible que ça arrive. Et sinon, je sais pas si je vous parle de ça parce que c'est un peu privé entre guillemets. Enfin, mon usage premier ne sera pas pour le stream, mais pourquoi pas vous en parler. En tout cas, dans les jours à venir, pour ceux qui connaissent ce qu'est la société Blade et leur PC Shadow, voilà, dans les jours à venir, je vais essayer certainement ce service qui me permettrait éventuellement de faire du gaming bien plus lourd que ne me permet mon PC à l'heure actuelle. Et du coup, éventuellement, découvrir des tonnes de jeux. Et donc, éventuellement, faire des streams sur d'autres contenus qu'à l'heure actuelle. Donc voilà. Je vous glisse ça très rapidement, je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment pas sûr et voilà, ça va être un test pour moi. Je vais m'abonner. Je vais payer le service pour un mois justement histoire de faire un test et voir si tout fonctionne. Si tout fonctionne, il se peut que je m'abonne à l'année. Auquel cas, il y a de grandes chances que ça ait un impact positif sur les lives parce que ça devrait me permettre de faire davantage de choses. Voilà, je vous glisse ça comme ça, c'est pas du tout sûr, on verra bien. Et du coup, je pense avoir fait un bon gros, un bon gros déblayage de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai même dit énormément de choses en peu de temps. Je suis fier de moi, moi qui me perds toujours en palabres. Euh, je pense avoir terminé, hein. Concernant mes projets, en tout cas, c'est clairement terminé. Je vous ai déjà dit masse truc. Je continue à publier des poèmes, mais bon, ça, je pourrais vous le dire à chaque fois parce que, en fait, j'essaie d'en publier de manière régulière. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon Wattpad. Il y a toujours des poèmes publiés régulièrement. Qu'est-ce que je puis vous dire de plus? Le nouveau programme de YouTube va être mis en marche dans 2 jours, donc le 20. Ce qui fait qu'à partir du 20, mes vidéos vont être démonétisées sur YouTube. Donc quelque part, ça peut vous arranger entre guillemets dans le sens où il n'y aura plus des pubs à regarder au début à la fin. Moi, je vous avoue que ça ne m'arrange pas trop. Non pas que j'ai gagné quoi que ce soit avec ma chaîne YouTube de toute manière, mais bon, je commençais à avoir un peu d'argent qui pourrait être bientôt éventuellement m'envoyer dans un premier chèque. Et au final, non, parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Donc, bon, c'est un peu la haine, mais bon. C'est pas bien grave non plus. J'espère tout simplement que ça m'enlèvera pas des features et des fonctionnalités sur les vidéos. Je ne crois pas. Je vais m'y pencher davantage, mais bon. Normalement, ça ne devrait rien changer. Vous ne devriez voir aucune différence, je l'espère. Et si c'était le cas, je vous mettrai au courant. Que dire de plus? En fait, j'ai vraiment fait le tour tellement vite que ça me perturbe. Et genre là, on est à 10 minutes d'introduction et d'habitude, je fais plutôt 20 minutes. Ce qui fait que je me sens tout perdu. Enfin, quoi que j'exagère, là, on va arriver à un truc genre 15 minutes à peu près. Du coup, je vous balance une dernière info bonus, on va dire, et puis on va se lancer directement dans la lecture. Tant pis, quitte à faire un live court, autant qu'il soit court au maximum, qu'il soit efficace, court mais intense. Du coup, une dernière petite info qui n'a rien à voir avec mes projets, mais voilà, tout simplement un petit conseil. Je sors d'il y a quelques heures du cinéma et j'ai été voir Black Panther. Donc, si les films de super-héros c'est votre truc, foncez-y. Si c'est pas votre truc, allez-y parce que peut-être que ça vous réconciliera avec le genre parce que je trouve vraiment que c'est très différent des films de super-héros habituels de chez Marvel. En tout cas, en termes de visuel, c'est super différent et c'est rafraîchissant. Donc voilà, je vais pas faire un avis très détaillé sur ce film. Tout simplement,
je dirais que Black Panther est un très bon film Marvel, un très bon film du MCU. Et ouais, je l'ai trouvé plutôt très sympa. Il se classerait pas parmi mes préférés, mais dans les très bons. Dans les très bons. Voilà, voilà. Alors, après, c'est que mon avis, hein, mais je vous le donne. Si ça peut vous faire un conseil et puis faire passer un bon moment en allant voir ce film. Voilà, voilà. Sur ce, on va se lancer dans la lecture sans plus attendre, les amis, pour The Lurking Fear, donc La peur qui rôde en français. La nouvelle ne dure que 20 pages, grosso modo. Ouais, un peu plus. 25 pages, on va dire. Et il y a 4 chapitres, enfin 4 parties. Ce qui fait que je vais très certainement faire des pauses à chaque entre-partie. Mais je ferai des pauses relativement courtes, je pense. Puisque voilà, vous l'aurez compris, il y aura peu de pages par partie, donc je vais pas faire plus de pauses que de lecture, quoi. Ce serait un peu handicapant pour la vidéo, je trouve. Ça serait pas très efficace, pas très plaisant. Donc voilà, on va procéder comme suit. Je suis en train de me tâter à changer le titre du live pour mettre les titres des parties à chaque fois. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Et pour la partie 1, c'est très simple, hein. La nouvelle se nomme La peur qui rôde, et la partie 1, c'est La peur qui rôde. Excellent. Donc voilà, je mets simplement ça à jour, et on va être parti. Hop, voilà qui est fait. On va se lancer. Et du coup, hop, j'espère être aussi agréablement, pas surpris, mais parce que je sais, enfin j'étais pas surpris, je sais que Lovecraft c'est très bien, mais j'espère en tout cas aimer, apprécier autant que j'ai apprécié les 3 premières nouvelles, et j'espère qu'elles vous plaisent également. J'espère que si je peux faire découvrir Lovecraft à certaines personnes, ça me ferait plaisir, je vous avoue, parce que il est adulé comme un génie de l'horreur, du fantastique, etc. Mais je pense que finalement, très peu de gens sont allés le lire. Et j'aime pas les gens qui... Voilà, je vais partir sur des débats philosophiques. Bon, bref. Peut-être polémiques, mais bon, bref. J'aime pas les gens qui adulent, adorent trop facilement, on va dire, sans connaître la chose. Enfin, voilà. Bref. Vous savez, effet de masse, tout ça, tout ça. Bref. Et du coup, j'ai l'impression que Lovecraft, il est vraiment porté au nu. C'est vraiment l'idolâtrerie gratuite sur Lovecraft. Et j'aime pas les gens qui l'idolâtrent sans savoir même ce qu'il a fait, ou enfin voilà, enfin bref. Donc du coup, si je peux vous le faire découvrir, et que vous vous rendiez compte par vous-même que oui, c'est du génie, et que oui, Lovecraft c'est cool, et que là, vous pourriez l'adorer à tort et à travers, mais en sachant que ça vaut le coup, là, ça me ferait plaisir. Bref, on va être parti les amis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Wakina, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre sur le chat, bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reprends lors d'une pause après la lecture de cette première partie. A tout de suite. La peur qui rôde. 1. La peur qui rôde. Il y avait de l'orage dans l'air la nuit où je me rendis à la maison abandonnée du monde des tempêtes pour y découvrir la peur qui rôde. Je n'étais pas seul car la témérité ne se mêlait pas encore, chez moi, à cet amour du grotesque et de l'horrible qui a fait de moi un éternel errant, en quête de ce qu'il y a de plus étrange et de plus terrible dans la littérature et dans la vie. 2 hommes robustes et fidèles m'accompagnaient. Ils avaient une longue habitude de ce genre d'expédition, auxquelles ils convenaient parfaitement, et je les avais fait venir le moment venu. Nous avions quitté le village discrètement, à cause des journalistes qui ne cessaient d'y rôder depuis la panique affreuse du mois précédent, lorsque était venue cette vision de cauchemar, la mort rampante. Plus tard, pensais-je, ils pourraient me servir, mais je ne voulais pas d'eux en ce moment. Plût à Dieu que je les eusse laissés effectuer ces recherches eux-mêmes. Je n'aurais pas été obligé de porter si longtemps ce secret, et de le porter seul, de crainte que le monde ne me croie fou, ou ne sombre dans la folie à cause des implications démoniaques de tout cela. Si je me suis résolu à parler, c'est que j'ai peur que l'obsession ne me mène à la démence, et maintenant je voudrais n'avoir jamais rien caché. Je suis seul à connaître la vérité sur la peur qui rôdait dans la montagne fantomatique et déserte.
Après des kilomètres de forêts vierges et de collines, notre petite voiture n'eut pas la force de monter la dernière pente boisée. La nuit, sans la foule habituelle des enquêteurs, l'aspect du pays était encore plus sinistre que d'ordinaire. Aussi fûmes-nous souvent tentés d'allumer les phares à acétylène, qui risquaient pourtant d'attirer l'attention. Ce paysage n'était vraiment pas agréable une fois la nuit tombée, et je crois que j'aurais remarqué son apparence morbide même en ignorant tout de la peur qui y rôdait. Il n'y avait pas de bêtes sauvages, elles se tiennent coites au voisinage de la mort. Les vieux arbres frappés par la foudre semblaient étrangement grands et tordus, et le reste de la végétation épais et chargée de fièvre, tandis que de curieux monticules et de petits tertres hérissaient la terre volcanique couverte d'herbes folles, évoquant des serpents et des crânes humains de proportions gigantesques. Les journaux avaient publié des récits circonstanciés de la catastrophe qui, pour la première fois, avaient attiré l'attention du monde sur la région. C'est par eux que j'appris très tôt que la peur rôdait depuis plus d'un siècle sur le mont des tempêtes. C'est une colline perdue, isolée dans cette partie des Catskills, à peine touchée jadis par la civilisation hollandaise, dont les seuls vestiges sont constitués par de rares maisons et une population montagnarde dégénérée habitant de pitoyables hameaux. Les hommes normaux sont rarement allés dans ces parages avant la formation de la police d'État, et même maintenant les patrouilles y sont rares. La peur, cependant, est de tradition depuis longtemps dans les villages voisins. C'est le principal sujet de conversation des pauvres campagnards lorsqu'il leur arrive de quitter leur vallée pour échanger des corbeilles, tressées à la main, contre les objets de première nécessité que ni la chasse, ni l'élevage, ni leurs mains ne peuvent leur procurer. La peur rôdait sans cesse dans la maison des Martins. Abandonnée, évitée de tous, elle se dressait au sommet de la colline en pente douce à qui la fréquence des orages a valu le nom de mont des tempêtes. Depuis plus de 100 ans, la vieille maison de pierre entourée d'arbres était le sujet de récits extravagants, incroyablement hideux, dont le thème était la mort, sous la forme d'un colossal démon, silencieux et rampant, qui sortait l'été. On répétait en gémissant qu'après la longue... Pardon. On répétait en gémissant qu'après la tombée de la nuit, il s'emparait des voyageurs solitaires. Parfois il les emportait, parfois aussi il les laissait sur place, affreusement déchiquetés et rongés. On prétendait également que des traces de sang menaient à la maison abandonnée. D'après certaines personnes, c'était le tonnerre qui faisait sortir le démon de sa retraite. D'après d'autres, au contraire, le tonnerre était sa voix même. Personne, hormis les gens de la forêt, n'avait cru à ces contes variés et contradictoires qui décrivaient de manière incohérente et délirante le démon à peine entrevu. Pourtant, personne, fermier ou villageois, ne doutait que la maison des Martins fût hantée par un vampire. L'histoire locale interdisait d'ailleurs d'en douter, bien qu'on n'en eût jamais eu la preuve. Pourtant nombreux étaient ceux qui s'étaient livrés à des recherches, après avoir entendu de la bouche des montagnards des récits particulièrement forts. Les aïeuls savaient des contes étranges sur le spectre des Martins. Elles parlaient de la bizarre dissymétrie des yeux qui était un trait héréditaire de la famille, de sa longue et curieuse histoire, du crime, enfin, qu'il avait voué à la malédiction. La catastrophe qui m'avait incité à me rendre sur place était la brutale et sinistre confirmation des plus étranges de ces légendes. Une nuit d'été, après un orage d'une violence sans précédent, le pays fut mis en émoi par les montagnards en proie à une terreur panique qu'on ne pouvait attribuer à des hallucinations. Ces pauvres êtres hurlaient et frémissaient au souvenir de l'innommable terreur qui avait fondu sur eux. Personne ne mit leurs paroles en doute. Ils n'avaient rien vu d'ailleurs, mais les cris provenant d'un des hameaux prouvaient assez que le démon rampant était passé. Le matin, des habitants du village et des policiers à cheval suivirent les montagnards à l'endroit où, disaient-ils, la mort était venue. La mort y était, en effet. Dans l'un des villages, le sol s'était creusé comme sous l'effet de la foudre, emportant plusieurs de ces taudis malodorants. À ce dommage matériel s'ajoutait une dévastation organique qui le rendait insignifiant. L'endroit avait peut-être abrité 75 personnes. On n'y voyait plus âme qui vive. La terre en folie était couverte de sang et de débris humains qui n'exprimaient qu'avec trop de force les ravages exercés par des dents et des griffes démoniaques. Pourtant, aucune trace ne partait du lieu du carnage. Personne ne fit de difficulté pour admettre qu'il s'agissait d'un animal monstrueux, et nul n'osa suggérer qu'il s'agissait peut-être d'un de ces crimes sordides qui se commettent parfois dans les communautés décadentes. On finit cependant par le dire, lorsqu'on apprit que 25 personnes n'étaient pas au nombre des cadavres. Même ainsi, il était difficile d'expliquer l'assassinat des 50 victimes par cet autre tiers. Mais il restait qu'une nuit d'été, le feu du ciel avait laissé,
en tombant dans le village maudit, 50 cadavres horriblement rongés, mutilés et déchiquetés. Dans leur émotion, les gens du pays y virent un rapport avec la maison des Martins, bien qu'elle fût distante de plus de 5 kilomètres. Les policiers, plus sceptiques, n'examinèrent que rapidement la maison au cours de leur investigation, et constatant qu'elle était entièrement abandonnée, ne s'en occupèrent plus. Mais les gens du pays l'inspectèrent avec le plus grand soin. On retourna tout dans la maison, on sonda les mares et les ruisseaux, on battit les buissons, on fouilla la forêt voisine. Tout fut vain. Le démon n'avait pas laissé d'autres traces que cette destruction. Dès le second jour de l'enquête, l'affaire avait été complètement exposée par les journaux dont les correspondants ne cessaient de parcourir le monde des tempêtes. Ils décrivaient la maison avec un grand luxe de détails et tentaient d'élucider le mystère en interrogeant les vieillards du pays. Je suivis d'abord le récit de ces horreurs avec nonchalance, car je suis un connaisseur en la matière, mais au bout d'une semaine, ayant décelé une atmosphère troublante, je me mêlai, le 5 août 1921, aux journalistes qui emplissaient l'hôtel de Lefferts Corner, le village le plus proche du mont des tempêtes, qui servait de quartier général aux enquêteurs. Au bout de 3 semaines, le départ des journalistes me donna liberté de mettre sur pied une expédition fondée sur l'enquête minutieuse à laquelle je m'étais livré en attendant. Donc, par une nuit d'été déchirée de lointains roulements de tonnerre, je quittai la voiture silencieuse et montai avec mes 2 compagnons armés jusqu'au sommet couvert de bosses du mont des tempêtes. Les rayons de ma lampe électrique éclairaient les murs d'un gris spectral que laissaient entrevoir les chênes géants dans la solitude nocturne. La maison, vaste et massive, produisait une impression de terreur vague que le jour même ne dissiperait pas. Malgré tout, je n'hésitais pas, puisque j'étais venu pour vérifier une hypothèse. À mon avis, le tonnerre faisait sortir le démon mortel de sa cachette, et que ce démon fût un être matériel ou une vapeur pestilentielle, j'avais bien l'intention de le voir. J'avais déjà fouillé la maison de fond en comble, aussi mon plan était-il tout prêt. J'avais décidé de m'installer, pour faire le guet, dans ce qui avait été la chambre de Jan Martens, dont le meurtre occupe tant de place dans les légendes du pays. Il me semblait que l'appartement de cette ancienne victime était celui qui convenait le mieux à mes projets. La pièce, d'environ 6 mètres, contenait comme les autres tout un fatras, vestige du mobilier d'autrefois. Située au second étage, à l'angle sud-est de la maison, elle était éclairée par 2 fenêtres sans vitres nivelées, une grande à l'est et une petite à l'ouest. En face de la plus grande se dressait une immense cheminée hollandaise, revêtue de carreaux de faïence illustrant l'histoire du fils prodigue. En face de la petite fenêtre, un vaste lit avait été aménagé dans le mur. Les roulements du tonnerre, bien qu'assourdis par les arbres, allaient en augmentant. Je mis au point mon plan. Je commençai par fixer côte à côte, au bord de la grande fenêtre, les 3 échelles de corde que j'avais apportées. Je savais, pour les avoir essayées, qu'elles permettaient d'atterrir sur l'herbe en un endroit commode. Puis, aidé de mes 2 compagnons, j'allai chercher dans une pièce voisine un grand lit à colonnes que je traînais latéralement contre la fenêtre. Après l'avoir recouvert de branches de sapin, nous nous y étendîmes, nos automatiques à portée de la main. L'un de nous devait veiller, pendant que les 2 autres se reposeraient. De quelque côté que vint le démon, notre fuite était assurée. S'il venait de l'intérieur de la maison, nous devions nous sauver par les échelles de corde. S'il venait de l'extérieur, il nous restait la porte et l'escalier. D'après ce qui était déjà arrivé, nous ne pensions pas qu'il nous poursuivrait jusque-là, même en mettant les choses au pire. Je veillai de minuit à 1 heure. À ce moment, malgré l'atmosphère sinistre de cette maison, le tonnerre et les éclairs, je fus pris d'une étrange somnolence. J'étais allongé entre mes 2 compagnons, George Bennett du côté de la fenêtre et William Toby du côté de la cheminée. Celle-ci me fascinait étrangement. Je n'arrivais pas à en détacher mes regards. Bennett dormait, saisi apparemment de la même curieuse somnolence que moi, et je désignai Toby pour monter la garde. Pourtant lui aussi commençait déjà à dodeliner de la tête. Le tonnerre, de plus en plus fort, avait dû influencer mes rêves. Mon bref sommeil fut plein de visions d'apocalypse. Je m'éveillai à moitié, sans doute parce que Bennett, en dormant, avait jeté son bras en travers de ma poitrine. Je n'étais pas suffisamment éveillé pour voir si Toby s'acquittait convenablement de ses devoirs de guetteur. Cependant, j'étais très anxieux. Jamais la présence du mal ne m'avait oppressé à ce point. Je dus me rendormir, car c'est d'un chaos plein de fantasmes que j'émergeai lorsque des cris hideux déchirèrent la nuit, des cris tels que je n'en avais jamais entendu ni même imaginé. Au milieu de ces cris, la terreur et l'angoisse frappaient du fond de l'âme aux portes ébènes de l'oubli, follement et sans espoir.
Je m'éveillai pour entrer dans un univers de folie rouge, plein de démons moqueurs, et je crus descendre dans un abîme de terreur inconcevable. Il n'y avait pas de lumière, mais sentant le vide à ma droite, je compris que Toby était parti. Dieu seul savait où. Sur ma poitrine reposait encore le bras lourd du dormeur de gauche. Puis vint cet éclair destructeur, qui ébranla la montagne tout entière, illumina les recoins les plus profonds de la forêt séculaire, et fendit le plus vieux des arbres tordus. L'éclair démoniaque d'une monstrueuse boule de feu réveilla brusquement le dormeur, et, à la lueur qui venait de la fenêtre, j'aperçus brusquement son ombre sur l'immense cheminée d'où je n'avais pas pu détacher mon regard. Que je sois encore vivant et sain d'esprit est un miracle que je ne puis comprendre. Non, je ne le puis, car l'ombre que je voyais sur cette cheminée n'était ni celle de George Bennett, ni celle d'aucune créature humaine, mais une anomalie prodigieuse, un blasphème vivant, sorti du fond de l'enfer, une abomination sans forme et sans nom, que l'esprit se refuse à concevoir et que la plume est impuissante à décrire. Instant d'après, je me retrouvai seul dans la maison maudite, tremblant et hurlant de peur. George Bennett et William Toby étaient partis sans laisser de traces, ni même de lutte. Nul n'a plus jamais entendu parler d'eux. Et c'est la fin de la première partie, les amis. Nous marquons une très courte pause. On va faire une très courte pause, tout simplement parce que je me dis que l'ambiance instaurée par ces nouvelles nécessite qu'on ne la casse pas. Et du coup, je j'ai pas envie de trop casser l'atmosphère en faisant des longues pauses. Donc on va se relancer très rapidement. J'espère que cette première partie vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. Pour le moment, j'aime beaucoup cette nouvelle. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les lieux qui sont utilisés dans cette nouvelle, notamment Catskill, et bien justement on retrouve les lieux qu'on avait déjà vus lors de la nouvelle précédente, qui était la tourbière hantée. Et du coup je trouve qu'il y a pas mal de recoupements entre ces deux nouvelles. La tourbière hantée qui a d'ailleurs été écrite 3 ans après, ça m'étonne. Mais du coup ouais, je trouve qu'il y a pas mal de recoupements dans la manière dont c'est construit, etc. Dans la manière dont sont retranscrits aussi la peur des habitants environnants, etc. Je trouve ça très intéressant que ce soit un univers partagé, entre guillemets. Enfin ouais, j'aime beaucoup cette nouvelle. J'espère que la suite sera du même acabit. Et du coup, Gaël Ashcore, alors je suppose que c'est Gaël, le Gaël que je connais, n'est-ce pas? Euh, qui nous dit que c'est cool et qui nous dit que je n'ai pas changé de coupe de cheveux. Et non, je n'ai pas changé, toujours pas, toujours pas. En tout cas, ça fait plaisir de te voir parmi nous, Gaël. Bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas bien, j'espère que la lecture va te plaire ou t'aura déjà plu. Et voilà, c'est ça, le seul et l'unique Gaël. Ça fait plaisir en vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Ça fait plaisir de te voir. Du coup, je vais changer le titre du live. Et la deuxième partie s'appelle Un passant dans la tempête. Et encore une fois, ça fait à peu près le même nombre de pages. Alors, hop. Un passant dans la tempête. J'aime beaucoup, franchement, j'aime trop l'ambiance qu'il y a dans ce début de nouvelle. D'ailleurs, j'ai l'impression de garder ma voix assez basse et de pas exulter comme je pourrais le faire d'habitude. Parce que justement, je me sens un peu dans cette ambiance, je sais pas, un peu mystérieuse, un peu mystique. Et du coup, Gaël, bah, ça va plutôt pas mal ces temps-ci, écoute. Merci de le demander. Ça va plutôt pas trop mal. Et du coup, je ne sais pas ce que vous en dites, les amis, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se relance vite dans la lecture. Moi, en tout cas, j'ai été happé par ce premier chapitre et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Du coup, je vous propose qu'on se lance sans plus de cérémonie. Et bah, on se retrouvera de toute manière pour la prochaine pause entre le chapitre 2 et le chapitre 3, qui marquera à peu près la moitié du live vu qu'il y a 4 chapitres. Et du coup on en est à 35 minutes de live, donc ouais, je pense que le live va durer 1 heure à 1h20, quelque chose comme ça. Allez,
On se lance, c'est décidé. Ouais, je vous avoue que là, je suis beaucoup trop dedans. Cette nouvelle me plaît beaucoup. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Gaël, bonne écoute Wakina si tu es encore là, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. 2. Un passant dans la tempête. Après cette épouvantable aventure dans la maison cernée par la forêt, je restai couché quelques jours à bout de nerfs dans ma chambre d'hôtel de Lefferts Corner. Je ne sais plus comment je parvins à retrouver la voiture, à la mettre en marche et à regagner le village sans être vu. Je me rappelle seulement les arbres titanesques aux branches tourmentées, les roulements de tonnerre démoniaques et les ombres venues d'au-delà du Styx sur les monticules qui parsemaient la région. À force de réfléchir, en tremblant, à l'ombre que j'avais vue sur la cheminée et dont l'aspect défiait la raison, je compris que j'avais mis au jour une, au moins, des horreurs suprêmes de l'univers, une de ces flétrissures sans nom des ténèbres extérieures dont nous entendons parfois les faibles grouillements au bord extrême de l'espace, et contre lesquels notre vision limitée nous a miséricordieusement immunisés. L'ombre que j'avais vue, j'osais à peine l'analyser ou l'identifier. La chose s'était allongée cette nuit-là entre la fenêtre et moi, et frémissant de terreur, je ne pouvais rejeter le désir instinctif de savoir ce que c'était. Si seulement elle avait grogné ou aboyé, ou ri même, il me semble que cette impression de hideur insondable aurait disparu. Mais non. C'est en silence qu'elle avait posé sur moi son bras lourd, ou sa jambe. Il s'agissait évidemment de quelque chose d'organique. Yann Martens, dont nous avions envahi la chambre, était enterré près de la maison. Il me fallait retrouver Bennett et Toby, s'ils étaient encore en vie. Pourquoi l'ombre les avait-elle emportés, m'épargnant seul? Dormir est si accablant, et rêver si horrible. Au bout de quelques jours, je me rendis compte que si je ne voulais pas m'effondrer complètement, il me fallait raconter mon histoire à quelqu'un. J'avais déjà décidé de poursuivre mes recherches, car il me semblait dans mon innocence que l'incertitude était pire que tout, même si la vérité était terrible. Aussi je me résolus à ce qu'il me semblait la meilleure solution. Choisir un confident et retrouver les traces de la chose qui avait fait disparaître mes deux compagnons et dont j'avais vu se profiler l'ombre de cauchemar. Les gens que je connaissais le mieux à Lefferts Corner étaient les journalistes. Quelques-uns d'entre eux étaient restés pour recueillir les derniers échos de la tragédie, et c'est parmi eux que je décidai de choisir un compagnon. Plus je réfléchissais, plus mes préférences m'entraînaient vers un certain Arthur Munro, brun et maigre, âgé de 35 ans environ, que son éducation, ses goûts, son intelligence et son caractère semblaient annoncer comme un homme qui ne se laisserait pas arrêter par des idées conventionnelles. Un après-midi du début de septembre, je lui racontai mon histoire. Je vis tout de suite qu'il l'écoutait avec intérêt et sympathie. Lorsque j'eus fini, sa façon d'analyser le problème dénotait une grande acuité d'esprit et un excellent jugement. Il me donna en outre des conseils fort judicieux. Selon lui, il fallait suspendre les opérations à la maison Martens jusqu'à ce que nous possédions davantage de détails historiques et d'éléments géographiques. Sur son initiative, nous parcourûmes le pays à la recherche d'informations concernant la famille Martens. Un homme nous communiqua le journal intime de son aïeul, admirablement révélateur, et nous eûmes de longs entretiens avec les rares montagnards que la terreur n'avait pas fait fuir. Nous décidâmes de faire précéder notre tâche principale, l'examen complet et définitif de la maison à la lumière de son histoire détaillée, d'un examen également complet et définitif des lieux associés aux différentes tragédies rapportées par la légende. Les résultats de ces examens ne furent guère concluants au début. L'ensemble pourtant paraissait indiquer une tendance significative, à savoir que toutes ces horreurs avaient eu lieu en général dans des endroits relativement proches de la maison abandonnée, ou reliés à elle par des parties de forêt où la végétation trop riche avait quelque chose de morbide. Il y avait, il est vrai, des exceptions. En fait, le massacre qui avait attiré l'attention du monde sur la région s'était produit dans un espace sans arbres, aussi éloigné de la maison que de la forêt. Sur l'apparence et la nature du démon, on ne pouvait rien tirer des villageois effrayés et stupides. Il le qualifiait à la fois de serpent et de géant, de démon de la foudre et de chauve-souris, de vautour et d'arbre en marche. Pour nous, nous pensions qu'il s'agissait d'un organisme vivant très sensible aux phénomènes électriques des orages. Bien que certains récits fissent allusion à des ailes, il nous semblait, en raison de son aversion pour les grands espaces vides, que la créature en question devait probablement marcher. La seule objection valable était la rapidité avec laquelle elle avait dû se déplacer pour accomplir tous les actes qui lui étaient attribués. Lorsque nous connûmes mieux les montagnards, nous les trouvâmes, par beaucoup de côtés, étrangement sympathiques.
Ils étaient simples, comme des bêtes, retournant d'ailleurs doucement à l'état animal, en raison de leur malheureuse hérédité et de leurs isolements abétissants. Malgré leur crainte des étrangers, ils s'habituèrent à nous peu à peu et finalement nous apportèrent une aide non négligeable lorsque, au cours de nos recherches, nous entreprîmes de battre les fourrés et de démolir tous les murs intérieurs de la maison. Quand nous leur demandâmes de nous aider à retrouver Bennett et Toby, ils montrèrent un chagrin sincère. Ils voulaient bien collaborer avec nous, mais ils savaient que mes malheureux compagnons avaient, comme les leurs, quitté définitivement ce monde. Nous étions convaincus de la mort et de la disparition des hommes du village, ainsi que de l'extermination des bêtes sauvages. Nous nous préparions avec appréhension à d'autres tragédies. Au milieu d'octobre, nous fûmes étonnés d'avoir avancé si peu. Les nuits étaient claires, il ne s'était rien passé, et la vanité de nos recherches, pourtant complète, nous faisait presque considérer la peur qui rôde comme un être immatériel. Nous redoutions la venue du froid qui nous empêcherait de poursuivre nos recherches, puisque de l'avis général, le démon se tenait toujours tranquille en hiver. Aussi, fut-ce avec une sorte de hâte désespérée que nous nous livrâmes, pour la dernière fois, à un examen en plein jour dans le hameau frappé par l'horreur, abandonné maintenant par les montagnards tant ils en avaient peur. Le village maudit n'avait jamais eu de nom lui-même. Il s'étendait depuis longtemps dans une faille sans arbres, située entre deux sommets appelés respectivement Con Mountain et Maple Hill. Il était plus proche de celui-ci que de l'autre. Quelques-unes des frustres demeures étaient, en réalité, creusées dans le flanc du Maple Hill. Il se trouvait à près de 3 kilomètres au nord-ouest de la base du mont des Tempêtes, et à 5 environ de la maison au milieu des chênes. Entre le hameau et la maison, il y avait bien 3 kilomètres entièrement désert, du côté du hameau. La plaine était à peu près nue. Seuls s'y dressaient quelques monticules semblables à des serpents, et la maigre végétation se composait d'herbes et de plantes desséchées. En examinant la topographie, nous avions fini par conclure que le démon avait dû venir par Con Mountain, qui se prolongeait au sud par un bois, jusqu'à une courte distance de l'éperon ouest du mont des Tempêtes. Nous fîmes remonter la trace du soulèvement de terrain jusqu'à un éboulement venant de Maple Hill. La foudre, tombant sur un grand arbre isolé, avait fait sortir le monstre. En inspectant pour la 20e fois chaque centimètre du village maudit, Arthur Munro et moi étions à la fois découragés et saisis d'une vague et nouvelle appréhension. Il était singulier, même pour des gens habitués à l'effroi et au mystère, de se trouver devant un endroit aussi dépourvu d'indices après des événements aussi accablants. Nous marchions, sous un ciel qui devenait couleur de plomb, animés de ce zèle tragique et sans but que provoque l'impression mêlée de la futilité et de la nécessité de l'action. Nous revîmes tout avec un soin minutieux, entrant de nouveau dans toutes les chaumières, fouillant chaque trou de la montagne à la recherche de cadavres, inspectant chaque centimètre du sol épineux pour voir s'il ne recelait pas quelque faille ou quelque caverne, mais tout cela sans résultat. Tant, comme je l'ai déjà dit, nous éprouvions une crainte vague, comme si de gigantesques griffons aux ailes de chauve-souris nous contemplaient par-delà les abîmes transcosmiques. L'après-midi s'avançait, et on y voyait de moins en moins. Le tonnerre se fit entendre tout à coup au-dessus du mont des Tempêtes. Cela nous émut naturellement, mais moins que s'il avait fait complètement nuit. En tout cas, nous espérions de toutes nos forces que l'orage continuerait une fois la nuit venue, et nous abandonnâmes nos recherches pour nous diriger vers le plus proche hameau habité. Nous demanderions à un groupe de montagnards de nous accompagner. Malgré leur timidité, en effet, quelques jeunes gens étaient assez rassurés par notre autorité protectrice pour nous promettre leur concours. Nous étions à peine partis que des torrents de pluie se mirent à tomber avec une telle violence qu'il fallut bientôt chercher un abri. Le ciel était si sombre qu'on se serait cru en pleine nuit, mais, guidés par les éclairs et par notre connaissance intime du terrain, nous ne tardâmes pas à atteindre, en trébuchant, la cabane la moins perméable du hameau. C'était un assemblage hybride de planches et de rondins, dont la porte et l'unique fenêtre minuscule donnaient sur Maple Hill. Nous réussîmes à barricader la porte pour nous protéger du vent et de la pluie, et à assujettir le grossier volet de bois que nos fréquentes fouilles nous avaient appris à trouver. C'était lugubre de rester dans cette obscurité, assis sur des caisses. Heureusement, nous avions nos pipes, et de temps à autre, nous éclairions la cabane avec nos lampes de poche. Par moments, nous voyions les éclairs par des fissures du mur. Le temps était si extraordinairement sombre que chaque éclair était bien visible. Cette veillée dans l'orage me rappelait les moments affreux que j'avais connus sur le mont des Tempêtes. Mon esprit se mit à retourner le problème qui ne cessait de se présenter à lui depuis cette nuit de cauchemar. Je me demandais une fois de plus pourquoi le démon, en approchant des trois dormeurs, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur,
d'abord s'était emparé des hommes qui reposaient sur les côtés, laissant celui du milieu jusqu'à la fin, au moment où la boule de feu l'avait fait fuir. Pourquoi n'avait-il pas saisi ses victimes dans la succession qui se présentait, moi-même étant le second, quelle que fût la direction d'où il venait? Avec quel tentacule démesuré saisissait-il ses proies? Ou encore savait-il que c'était moi le chef, me réservant pour un destin pire que celui de mes compagnons? Perdu dans mes réflexions, j'entendis brusquement, comme pour les intensifier, le bruit terrible de la foudre qui tombait tout à côté, immédiatement suivi de celui d'une avalanche. En même temps, le vent s'éleva. On eût dit d'abord des hurlements de loup, s'enflant peu à peu pour se terminer en ululements. Nous eûmes la certitude que l'arbre isolé de Maple Hill avait été frappé de nouveau, et Munro se dirigea vers la petite fenêtre pour s'assurer des dégâts. Lorsqu'il ôta le volet, le vent et la pluie s'engouffrèrent dans la cabane, avec un bruit assourdissant, et je ne pus saisir ses paroles. Il se pencha au dehors, essayant de percer le mystère de la nature en délire. Peu à peu, le vent s'apaisa et cette obscurité exceptionnelle diminua. L'orage allait finir. J'avais espéré qu'il durerait jusqu'à la nuit pour favoriser nos recherches, mais un furtif rayon de soleil apparut derrière moi, ôtant toute vraisemblance à cette idée. Je dis à Munro que nous ferions bien d'avoir un peu de lumière, même si la pluie devait reprendre, puis je déverrouillai la porte et l'ouvris. Dehors, le sol n'était plus qu'une masse informe de boue, de flaques d'eau et de petits monticules de terre provenant du dernier éboulement. Je ne voyais rien, cependant, qui justifiât l'intérêt de mon compagnon, toujours penché à la fenêtre et muet. Je traversai la pièce et lui touchai l'épaule, mais il ne bougea pas. Je le secouai en manière de plaisanterie et le fis tourner. Je sentis alors la terreur me mordre comme un cancer venu du fond des âges, des abîmes insondables de la nuit éternelle. Car Arthur Munro était mort, et dans ce qui restait de sa tête rongée et creusée, il n'y avait plus de visage. Et c'est la fin de la deuxième partie de cette nouvelle. Nous allons donc, encore une fois, marquer une courte pause, les amis. J'espère que vous appréciez la lecture de ce soir, les amis. Perso, je suis archi fan, là. J'adore la nouvelle qu'on est en train de lire. J'adore La peur qui rôde. Je trouve ça vraiment génial. Ça fait 2 fois qu'il y a un espèce de cliffhanger à la fin. Enfin, non, pas un cliffhanger d'ailleurs, mais une révélation qui nous tient en haleine à la fin du premier chapitre, entre guillemets, et du second chapitre. Je trouve cette nouvelle hyper prenante. Je l'adore. Je pense que c'est l'une de mes préférées de Lovecraft. Je sais que j'avais déjà dit ça à l'appel de Cthulhu, mais l'appel de Cthulhu, pour le coup, c'est ma préférée de toutes, je pense. La peur qui rôde, elle est en train de prendre des bonnes places dans mon classement. Et celle que je vous lirai lors du prochain live, à savoir La couleur tombée du ciel, c'est celle que je trouvais la mieux de celle que j'avais lue jusqu'à présent. Donc j'espère en vous la lisant que je ressentirai à nouveau ce plaisir à la lire. Alors Gaël, comment tu l'as trouvé celui-là? De quoi tu me... Sois plus clair dans ta question Gaël, j'y répondrai avec plaisir. Et du coup je vais changer le titre du live pour la troisième partie qui est la vérité sur la lueur rouge. En fait ce que j'adore c'est que c'est plein de poncifs on va dire, enfin c'est plein de d'éléments qu'on retrouve dans plus ou moins toutes les histoires d'horreur, etc. Sauf que c'est très bien écrit et ça tombe pile poil au bon moment. En plus, Lovecraft, ça commence à dater, hein, c'est pas récent. Donc je pense que à son époque, ça devait être quelque chose d'assez novateur, sa manière d'écrire et d'amener l'horreur. Ouais, c'est la vérité sur la lueur rouge. Hop. En tout cas, je suis archi fan. Ouais. Je savais que j'aimais déjà l'auteur, mais là, je suis archi fan de la nouvelle qu'on lit ce soir. J'arrive à encore être étonné par cet auteur. Gaël qui nous demande comment j'ai entendu parler de ce livre. Bah, c'est tout simple, Gaël. Lovecraft est très connu, je sais pas si tu connais du coup, mais Lovecraft est très connu dans le monde du fantastique, de l'horreur. Comment te dire ça?
En fait, il est tombé dans le domaine public il y a de ça une dizaine d'années maintenant, je crois. Enfin, en tout cas, il y a quelques années, disons. Et ça a fait carton plein, genre c'est devenu très très connu. Son univers a été utilisé dans des tas et des tas de choses. Tu connais peut-être Cthulhu, c'est quand même une créature relativement connue. Et donc ouais, ça a été réutilisé dans plein de choses, dans des jeux de rôle notamment énormément. Il y a eu des gens qui ont fait des nouvelles et des romans supplémentaires sur le mythe de Cthulhu. Il y a le fameux livre interdit entre guillemets, mais le livre fictionnel qui a fait la légende aussi du mythe de Cthulhu, le Necronomicon, qui serait apparemment un livre perdu par Alazred, un arabe fou, qui contiendrait des ensorcellements, des rituels maudits, etc. Enfin voilà, il y a vraiment une grande culture, comment dire, bah, il y a vraiment beaucoup de légendes occultes sur l'œuvre de Lovecraft. En même temps, c'est de ça que ça parle, hein. Et du coup, voilà, ça a un très grand succès, ça marche très très fort. Notamment Cthulhu, je pense que c'est l'élément iconique de l'œuvre de Lovecraft. Et du coup, comment j'en ai entendu parler, je t'avoue que là, comme ça, je saurais pas te dire parce que ça fait très longtemps que j'en ai entendu parler. Euh, je pense en avoir entendu parler par les jeux vidéo et par les jeux de société en premier lieu. Quoique, on m'en a parlé aussi à la fac, mais je connaissais déjà. Donc je t'avoue que je sais plus quand est-ce que j'en ai entendu parler, Gaël. Toujours est-il que j'en ai lu beaucoup, parce que voilà, à ce qui semblait, c'était un maître dans son genre. J'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé ça vraiment bien, même si je trouve son style parfois un peu lourd et pompeux. Mais de manière générale, je trouve ça vraiment bien, et je trouve que ça se comprend que c'est un génie, entre guillemets, de ce genre. Et après, du coup, bah, je vous avais lu Les Montagnes Hallucinées en live il y a de cela quelques temps. Et j'avais envie de lire Le Mythe de Cthulhu parce que c'est vraiment. Enfin, l'Appel de Cthulhu, c'est vraiment l'œuvre fondatrice de, des nouvelles et des romans de Lovecraft, tout simplement. Et je l'avais jamais lu. Donc il fallait à tout prix que je le trouve. J'ai galéré à le trouver d'ailleurs, ce qui est très étonnant parce que voilà, comme je le dis, c'est vraiment le plus connu. Et quand je l'ai trouvé, je me suis dit, ok, on fonce dessus, on fait un live dessus, parce qu'il y a moyen que ce soit vraiment trop bien. Et du coup, bah voilà, il y a de cela deux lives, on a lu L'Appel de Cthulhu, que j'ai vraiment trouvé génialissime. Lors du dernier live qui était il y a 3 jours, on a lu Par-delà le mur du sommeil et La tourbière hantée, qui était un peu plus conventionnel, je trouve, mais qui était quand même assez sympathique, et qui avait des thèmes qui changeaient par rapport aux thèmes abordés d'habitude chez Lovecraft, je trouve. Parce que là, il y avait deux trucs qui faisaient limite penser à un enlèvement d'extraterrestres et une nouvelle, donc Par-delà le mur du sommeil, qui était vraiment sur la possibilité d'une autre réalité dans les rêves, etc. Enfin, je trouve ça assez original dans l'œuvre de Lovecraft même. C'est des idées que j'avais pas encore vues énormément. Et en fait, c'est là où il est fort, je trouve, Lovecraft, c'est qu'il il trouve des éléments comme ça qui sont très effrayants sans qu'on sache pourquoi et qui fascinent en fait. Bah d'ailleurs, Gaël, tu connais peut-être ça aussi. C'est la théorie des anciens astronautes ou énormément de théories du complot dont on entend parler non-stop aujourd'hui. Et bah en fait, elles ont vachement quelque chose de Lovecraftienne, je trouve. Enfin, je pense que je pense que pas insidieusement, c'est pas le mot que je cherchais, implicitement, Lovecraft a inspiré pas mal ces théories parce que vraiment il y a des choses, il y a des points communs entre ces théories et ces textes qui sont assez monumentales, je trouve. Donc ouais, il y a, en fait, Lovecraft, son délire, c'est de dire l'indicible, c'est de parler du cosmique et de montrer que l'homme ne comprend rien. Que l'homme est un tout petit truc parmi l'univers et qui comprend pas tous les dangers et tous les ténèbres qui l'entourent. Et du coup, voilà, son truc, c'est de dire l'indicible, de montrer l'immontrable. Et je trouve ça très très intéressant parce que du coup, ça donne à chaque fois des descriptions de choses effrayantes, pas précises, mais qui restent effrayantes quand même. Enfin, c'est toujours des trucs très perchés et
est génial en fait. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, Cthulhu, c'est un ancien dieu. Il est gigantesque, genre il est plus grand qu'un building. Sa tête, c'est des espèces de tentacules de partout. Enfin voilà. Il a des toutes petites ailes qui le font voler. Il a des pouvoirs enfin, complètement dingues. Et pourtant, c'est un ancien dieu. Et les anciens dieux, si je dis pas de bêtises, c'est genre. Ah non, c'est pas ça. C'est pas un ancien dieu, justement. C'est genre un serviteur des anciens dieux. Donc c'est-à-dire que Cthulhu, qui est déjà une créature gigantesque, incroyable, colossale, etc., par rapport à l'homme, n'est rien par rapport aux anciens dieux. Et du coup, c'est souvent comme ça que Lovecraft marche. Il te donne des éléments pour t'imaginer quelque chose d'horrible, et il te laisse sous-entendre que en fait ça c'est pas si horrible et qu'il y a des trucs encore bien plus horribles auxquels on ne comprend rien. Et je trouve ça très fort comme manière d'écrire, enfin c'est vraiment super bien foutu. Et après sinon c'est une porte libre à tout un tas d'idées hyper novatrices et hyper sympathiques, du style par exemple Cthulhu. On est censé ne pas pouvoir le dire parce que pour prononcer le mot Cthulhu, il faudrait qu'on ait trois cordes vocales en plus, qu'on ait des appendices dans la bouche qu'on n'a pas, etc. Et du coup, Cthulhu, là, normalement, ça ne devrait pas se prononcer Cthulhu, ça devrait se prononcer quelque chose que l'homme ne peut pas prononcer. Voilà, je trouve ça vachement marrant, vachement intéressant. Et c'est pour ça aussi, il y a quoi d'autre comme ancien dieu, etc. chez Lovecraft. Il y a genre Yog-Sothoth, qui s'écrit avec des lettres cheloues, des accents bizarres, etc. Je crois qu'il y a Yog-Sothoth, il y a Nyarlathotep, Shur-Niggurath. Enfin voilà, que des trucs hyper chelous, etc. Et en fait, quand tu vois des visions d'artistes de ces créatures qui ont travaillé d'après les textes pour essayer d'imaginer à quoi peuvent ressembler ces monstres, et ben ça fait à chaque fois des trucs hyper bizarres avec des créatures qui ont des trous et des cils partout. Enfin, je t'invite à aller voir les rediffusions des lives sur la montagne des hallucinés parce qu'il y avait des créatures hyper bizarres avec une tête en étoile, etc. Enfin, c'était très bizarre, mais c'était vachement cool, je trouve, c'est hyper exotique. Et du coup, bienvenue The Devilman, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous, désolé de ne te dire bonjour que maintenant. Et j'étais pris dans ma folie Lovecraftienne. J'espère que tu vas bien The Devilman. The Devilman d'ailleurs, qui a acquéri, enfin acquis plutôt, je pense. Oui. Qui a acquis il y a peu de ça un ouvrage du Necronomicon, donc voilà ce fameux livre fictif qu'a créé Lovecraft. À savoir que le Necronomicon, il y a des tonnes et des tonnes de versions, hein. Il n'y a pas une version officielle. Donc voilà. Faites attention si ça vous intéresse d'acheter un Necronomicon, faites bien attention parce que vous pouvez tomber sur des choses vraiment très moyennes, vraiment très loin de l'esprit Lovecraft qui vont être juste de la trappe nigo entre guillemets ou juste des trucs un peu commercial, enfin voilà. Donc faites attention, je pense qu'il y a des j'en ai jamais acheté, mais j'en ai déjà feuilleté pas mal. Donc je pense qu'il y a des Necronomicon qui sont vraiment hyper intéressants. Mais voilà, quand vous l'achetez, jetez-y un œil avant quoi. D'ailleurs, je peux vous montrer si vous voulez. Alors attendez, faut que je me lève et j'ai pas envie de vous montrer ma braguette, ça serait un peu incommodant. Donc je vais me mettre de côté. Je peux vous montrer l'extension d'un jeu que je possède, donc d'un jeu de société, qui s'appelle La Vallée des Rois. Et dans l'une des extensions de La Vallée des Rois, enfin non, dans la seule extension d'ailleurs, mais bon, dans l'extension de La Vallée des Rois, qui s'appelle L'éveil de Nyarlathotep, ils ont justement repris une créature de Lovecraft, inventée par Lovecraft, qui est donc Nyarlathotep, comme je le disais, un espèce d'ancien dieu. Et donc je peux vous montrer tout simplement le visuel. Euh, donc voilà, là, la vision d'artiste, alors je sais pas qui l'a dessiné, je vous avoue. Je sais pas qui est l'illustrateur parmi eux. En tout cas, La Vallée des Rois, c'est par Pascal Bernard et P.O. Barôme. Enfin voilà. Et donc je peux vous montrer vite fait. Hop. Par exemple, Nyarlathotep, voilà leur vision d'artiste de Nyarlathotep, quoi. Vous voyez, c'est des créatures un peu étranges. Et encore, enfin, là je trouve que c'est assez soft dans le côté étrange, hein.
J'ai déjà vu des représentations bien plus creepy, bien plus sombres et bien plus étranges. Mais bon, ça donne un bon petit look déjà. Et du coup, bah, là, si ça vous intéresse, ce jeu de société, c'est La Vallée des Rois. Et c'est assez sympathique. C'est pour 2 joueurs simplement. C'est un jeu en duel. Et ouais, c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas, voilà. Vous avez l'occasion. Et du coup, bah, heureux de t'avoir fait découvrir ça, Gaël, parce que justement, c'est un peu mon but aussi avec ces lives de lecture de peut-être élargir votre champ de curiosité. Et sur ce, les amis, ça nous fait une bonne petite pause déjà. Donc je vous propose de passer à la troisième partie. Et puis voilà quoi, j'ai envie de lire la suite en fait, hein, tout simplement. Donc on va se lancer. Je vous reprends lors de la prochaine pause, ce qui sera la dernière de ce soir. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute Gaël, bonne écoute The Devilman, bonne écoute Wakina, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. 3. La vérité sur la lueur rouge. La nuit du 8 novembre 1921, au milieu des hurlements de la tempête, j'étais seul et je creusais comme un dément dans la tombe de Jan Martens. J'avais commencé à creuser dans l'après-midi parce qu'un orage se préparait, et maintenant qu'il faisait nuit et que l'orage grondait au-dessus des feuilles à l'épaisseur étrange, j'étais heureux. Je crois que j'avais eu l'esprit passablement dérangé par ce qui était arrivé le 5 août. L'ombre monstrueuse dans la maison, la fatigue, la déception et enfin, au mois d'octobre, ce que j'avais vu au hameau pendant l'orage. Après ce dernier événement, j'avais creusé une fosse pour un homme dont je ne comprenais pas la mort. Je savais que les autres ne comprendraient pas non plus. Aussi, leur laissai-je croire qu'Arthur Munro avait tout simplement disparu. On chercha partout, mais en pure perte. Les montagnards, eux, auraient pu comprendre, mais je n'osais pas les effrayer encore. Je semblais moi-même étrangement insensible. Le choc que j'avais éprouvé dans la maison sur la colline avait ébranlé mon cerveau. J'étais obsédé par la recherche de ce monstre qui avait pris dans mon esprit des proportions gigantesques, recherche que le tragique destin d'Arthur Munro me fit jurer de garder secrète. Le décor de l'endroit où je creusais aurait suffi à ébranler les nerfs d'un homme ordinaire. Des arbres sinistres de taille anormale et d'aspect grotesque me contemplaient d'en haut comme les colonnes de quelque temple infernal, assourdissant le bruit du tonnerre et celui du vent, laissant passer quelques rares gouttes de pluie. Là-bas, au-delà des troncs meurtris illuminés par de faibles éclairs, se dressaient les pierres humides et couvertes de lierre de la maison abandonnée. Un peu plus près s'étendait le jardin hollandais, aux allées et aux massifs pollués par une végétation surabondante, blanche, fétide et corrompue, qui n'avait jamais reçu la pleine lumière du jour. Tout près se trouvait le cimetière familial, où des arbres difformes étendaient leurs branches folles pendant que leurs racines, soulevant hideusement les dalles, suçaient les sucs vénéneux du sous-sol. De temps en temps, au-dessous du brun manteau de feuilles qui pourrissaient et suppurait dans l'obscurité de cette forêt antédiluvienne, je pouvais déceler les contours sinistres de ces petits monticules qui semblaient caractéristiques de cette région meurtrie par la foudre. C'est l'histoire qui m'avait amené à cette tombe ancienne. L'histoire, en effet, était tout ce qui restait, maintenant que tout le reste avait sombré dans un satanisme dérisoire. Je croyais alors que cette peur qui rôdait n'était pas une chose matérielle, mais un fantôme au croc de loup qui chevauchait les éclairs à minuit. Je croyais, en raison des nombreuses traditions locales que j'avais recueillies au cours de mes recherches en compagnie d'Arthur Munro, que ce fantôme était celui de Jan Martens, mort en 1762. C'est pourquoi, comme un dément, je creusais dans sa tombe. La maison des Martens fut bâtie en 1660 par Gerrit Martens, riche négociant de la Nouvelle-Amsterdam qui haïssait le changement apporté par la souveraineté britannique. Il avait fait élever cette magnifique demeure dans une forêt isolée dont la solitude vierge et le décor étrange lui plaisaient. Sa seule déception était la fréquence des orages d'été. En choisissant cette colline pour y bâtir sa demeure, Mynheer Martens avait attribué ces phénomènes à une particularité de cette année-là, mais, avec le temps, il s'aperçut que l'endroit y était décidément sujet. À la fin, les orages lui donnant mal à la tête, il meubla une cave où il put se retirer pour échapper à leur vacarme infernal. On en sait moins encore sur les descendants de Gerrit Martens que sur lui-même, puisque tous furent élevés dans la haine de la civilisation britannique et rompirent avec les colons qui l'avaient accepté. Ils menaient une vie extrêmement retirée, et les gens disaient que leur isolement leur avait fait l'esprit lourd et la parole difficile. Physiquement, ils présentaient une certaine particularité héréditaire.
Ils avaient les yeux vairons, l'un étant généralement bleu et l'autre brun. Leurs contacts sociaux se firent de plus en plus rares, et, à la fin, ils prirent femme dans les familles des serviteurs du domaine. Une grande partie de cette nombreuse famille dégénéra, s'en alla de l'autre côté de la vallée et se mêla à la population bâtarde qui devait produire cette race de pitoyables montagnards. Les autres s'accrochèrent obstinément à la demeure de leurs ancêtres, de plus en plus ancrés dans l'esprit de clan, de plus en plus taciturnes, et de plus en plus sensibles aux orages. La plupart de ces renseignements parvinrent au monde extérieur par l'entremise de Jan Martens le Jeune, personnage aventureux qui s'engagea dans l'armée des colons quand la nouvelle de la convention d'Alba parvint au monde des tempêtes. Il fut le premier des descendants de Gerrit Martens à voir le monde. Lorsqu'il revint en 1760, après 6 ans de campagne, son père, ses oncles et ses frères lui vouèrent la même haine qu'à un étranger, en dépit des yeux qui l'avaient verront comme tous les Martens. Il ne se sentait plus la force de partager les préjugés de sa famille. Les orages même de la montagne ne réussissaient plus à l'exciter comme autrefois. Au contraire, le pays le déprimait, et dans ses lettres à un ami d'Albany, il s'ouvrait fréquemment de son projet de quitter le toit paternel. Au printemps de 1763, cet ami d'Albany, Jonathan Clifford, s'inquiéta du silence de son correspondant, surtout étant donné les circonstances et l'atmosphère querelleuse qui régnaient chez les Martens. Décidé à rendre lui-même visite à Yann, il s'en alla à cheval dans la montagne. Après son journal intime, il arriva au mont des Tempêtes le 20 septembre et trouva la maison dans un grand état de délabrement. Les Martens, êtres taciturnes aux yeux étranges, le rebutèrent par leur allure animale et négligée et lui dirent de leur voix rauque que Yann était mort. Ils précisèrent qu'il avait été tué par la foudre l'automne précédent et qu'il était enterré dans le jardin mal entretenu situé en contrebas. Ils lui montrèrent la tombe, nue, sans fleurs ni inscription. Les Martens déplurent à Clifford et leur comportement éveilla ses soupçons. Une semaine plus tard, il revint avec une bêche et une pioche pour fouiller le cimetière. Il découvrit ce à quoi il s'attendait. Un crâne horriblement écrasé, comme s'il avait reçu un coup violent. Dès son retour à Albany, Jonathan Clifford accusa ouvertement les Martens de l'assassinat de leurs parents. On manquait de preuves légales, mais l'histoire se répandit rapidement dans la campagne, et depuis ce temps les Martens furent tenus à l'écart. Personne ne voulait avoir affaire à eux, et leur lointaine demeure, considérée comme maudite, était fuie de tout le monde. Ils réussirent cependant à ne dépendre de personne et à vivre des produits de leur domaine. Parfois des lumières venues de la lointaine colline attestaient qu'ils étaient toujours là. On les vit jusque vers 1810, mais les derniers temps elles se faisaient de plus en plus rares. Pendant ce temps, il se formait à propos de la maison et de la montagne un ensemble de légendes diaboliques. On n'en évita que plus assidûment la maison, et la tradition s'accrut de tous les mythes imaginables. Personne n'alla au mont des Tempêtes jusqu'en 1816, date à laquelle les montagnards finirent par remarquer qu'il n'y avait plus jamais de lumière. On y fit alors une expédition en groupe, et l'on trouva la maison abandonnée et en ruine. Comme on ne découvrit pas le moindre squelette, on en déduisit que les Martens étaient partis avant de mourir. Ce départ semblait déjà ancien, et des hangars improvisés montraient que la famille avait dû être très nombreuse les derniers temps. Son niveau de vie était tombé très bas, comme le prouvait le mobilier délabré et l'argenterie dépareillée, qui devait être inutilisée déjà longtemps avant le départ des propriétaires. Malgré ce départ, on continua à avoir peur de la maison hantée. Cette peur s'intensifia lorsque des histoires de plus en plus étranges naquirent parmi les montagnards dégénérés. Abandonnée, redoutée et associée à jamais au fantôme de Jan Martens, telle elle l'était encore, cette nuit où je creusais dans sa tombe. J'ai dit que je creusais comme un dément, et c'est vrai. J'avais eu tôt fait de déterrer le cercueil de Jan Martens. Il ne contenait plus que de la poussière et du salpêtre. Mais dans mon désir forcené d'exhumer son fantôme, je fouillai maladroitement et sans méthode au-dessous de l'endroit où il avait reposé. Dieu seul sait ce que je m'attendais à trouver. J'avais seulement l'impression que je creusais dans la tombe d'un homme dont le fantôme rôdait la nuit. Je ne puis dire à quelle profondeur monstrueuse j'atteignis avec ma bêche. Bientôt mes pieds traversèrent le sol et je tombai dans un trou. Étant donné les circonstances, c'était un événement prodigieux. L'existence d'un souterrain confirmait mes théories les plus folles. Ma lanterne s'était éteinte dans ma chute, mais je tirai ma lampe de poche et j'examinai le tunnel qui s'étendait à l'infini dans 2 directions opposées. Il était largement assez vaste pour qu'un homme s'y glisse. Bien que nul être sain d'esprit ne s'y fût risqué en un pareil moment, j'oubliai le danger, la raison et le souci de la propreté dans mon idée fixe de faire sortir le démon de sa cachette. Je pris la direction de la maison et me glissai avec témérité dans l'étroit boyau. J'avançai rapidement en rampant, tâtonnant comme un aveugle, et ne me servant que rarement de ma lampe.
Quelle langue pourrait décrire ce spectacle? Un homme perdu dans les entrailles de la terre avançait en se tordant, respirant avec peine, grattant le sol comme un fou, dans les détours ensevelis de cette obscurité sans âge. Le temps était aboli. Je ne me souciais plus du danger. J'avais même oublié le dessein que je poursuivais. Certes, il y a là quelque chose d'ignoble, mais c'est pourtant ainsi que la chose se passa. À la fin, le souvenir même de la vie s'effaça, et je ne fis plus qu'un avec les taupes et les larves des profondeurs. Ce ne fut vraiment que par accident que j'appuyai sur le bouton de ma lampe électrique, de sorte qu'elle se mit à briller mystérieusement dans le boyau de terre desséché qui continuait à se tordre et à s'allonger devant moi. J'avançais sans doute depuis un certain temps, et ma pile était presque à bout de course, lorsque, le couloir remontant brusquement, je dus changer ma manière d'avancer. Je levai les yeux, nullement préparé à voir briller au loin deux reflets démoniaques de ma lampe expirante, deux reflets d'une luminosité funeste sur laquelle le doute n'était pas permis, éveillant en moi des souvenirs vagues et affolants. Je m'arrêtai automatiquement, mais n'eus pas l'intelligence de retourner sur mes pas. Les yeux approchaient, et pourtant de la créature à laquelle ils appartenaient, je ne distinguai qu'une griffe. Mais quelle griffe! Puis très loin, au-dessus de ma tête, j'entendis un craquement que je reconnus. C'était le tonnerre de la montagne, saisi d'une fureur hystérique. Je remontais déjà depuis quelque temps, et la surface maintenant n'était plus très loin. Au bruit assourdi du tonnerre, ses yeux continuaient de me fixer avec une méchanceté froide. Dieu merci, j'ignorais alors ce que c'était, sinon je serais mort. Mais je fus sauvé par le tonnerre qui avait appelé cette chose, car, après une attente atroce, éclata du ciel invisible un de ces coups de foudre dirigés contre la montagne, et dont j'avais remarqué çà et là les répercussions sous forme d'entailles dans la terre meurtrie et de météorites de tailles diverses. Avec une rage cyclopéenne, la foudre déchira le sol au-dessus de ce puits damné, m'aveuglant et m'assourdissant, sans cependant me faire perdre complètement connaissance. Dans le chaos de terre glissante et mouvante, je griffai et me débattis jusqu'au moment où la pluie, tombant sur mon visage, me ranima. Je m'aperçus alors que j'étais revenu à la surface dans un endroit qui m'était familier, une pente abrupte et sans arbres de la montagne. D'autres éclairs illuminèrent le sol défoncé et les restes du bizarre petit tertre qui s'étendait depuis le sommet boisé, mais il n'y avait rien de ce chaos qui me révéla l'endroit d'où j'étais sorti du souterrain mortel. Mon cerveau également était un chaos, mais en apercevant au loin une lueur rouge, je compris par quelle horreur je venais de passer. Lorsque 2 jours plus tard, les montagnards me dirent ce que signifiait cette lueur rouge, je ressentis une horreur plus grande encore que celle qui déjà m'avait assailli dans le souterrain à la vue de la griffe et des yeux, car ce qu'elle impliquait était accablant. Dans un hameau éloigné de 35 kilomètres, une orgie de terreur avait suivi le coup de foudre qui m'avait ramené à la surface, et une chose sans nom était tombée d'un arbre, dans une cabane au toit branlant. Elle avait eu le temps de frapper, mais les gens du pays, fous de rage, avaient mis le feu à la cabane avant qu'elle eût pu s'échapper. Cela s'était passé au moment même où la terre s'était effondrée sur la créature à yeux et à griffes. Et c'est la fin de la 3e partie, les amis. Nous allons marquer une courte pause. Je vous avoue que ça m'arrange assez que le live de ce soir s'apprête à être court. Parce que, comme lors du dernier live, je suis encore un peu malade. Et du coup, je sens que je vais perdre ma voix dans quelques temps. Donc, voilà. Je pense que je pourrais aller jusqu'au bout de ce chapitre, enfin de cette nouvelle, euh, facilement, on va dire. Mais malgré tout, je vous avoue que je le sens bien passer là. Mais bon, ça vaut le coup. Ça fait un très bon live. En tout cas, à mes yeux, ça fait un très bon live parce que l'histoire est vraiment cool, quoi. Je trouve ça vraiment trop bien. Et j'ai vraiment hâte de savoir le fin mot de l'histoire. Parce que c'est ça qui est fort avec les bouquins de. Enfin, avec les récits de Lovecraft. C'est que 90% du temps, en tout cas de souvenirs, 90% du temps, le narrateur de l'histoire a déjà vécu l'histoire. Et il reprend tout depuis le début et il nous re-raconte tout. Ce qui fait que on sait qu'il vit. On sait qu'il est toujours en vie et qu'il n'a pas eu de problème. Bon, sauf parfois où, justement, il meurt à la fin. Et du coup, je
Je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de faire un build-up et de mettre une tension, de mettre un suspense incroyable jusqu'à la fin, où on se dit bah, comment il a pu s'en sortir, comment il a pu gérer cette situation, comment, ouais, quel est le fin mot de l'histoire. Et au final, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent le fin mot de l'histoire, on l'a même pas forcément, tellement c'est abstrait, tellement c'est mystique, tellement c'est étrange. Mais malgré tout, Lovecraft a ce talent de rendre la fin satisfaisante aussi, ou même sans qu'on sache vraiment ce qui s'est passé, vraiment machin, waouh. Je développe vachement mon analyse là. Mais enfin oui, même si on sait pas vraiment ce qui s'est passé, etc. Bah ça reste hyper intéressant parce que juste la narration est incroyable. Ouais, je suis vraiment, je crois que avec ce recueil de nouvelles, je crois que Lovecraft remonte encore un peu plus dans mon estime. J'aimais beaucoup cet auteur déjà auparavant, j'avais déjà lu pas mal de nouvelles de lui, j'avais déjà lu Les Montagnes Hallucinées avec vous en live il y a de cela quelques mois. Et je l'aimais bien, je savais que c'était un génie, entre guillemets, enfin, j'arrive à identifier dans sa manière d'écrire, etc., que oui, quelque part c'est un génie dans son genre, mais malgré tout, ça me touchait, ça me plaisait une fois sur deux, on va dire. Il y avait pas mal de nouvelles à côté, je passais complètement, où je me disais, ah celle-là elle est beaucoup moins bien écrite quand même. Beaucoup moins bien écrite quand même. Et donc ouais, parfois je trouve ça très inégal, parfois, comme je le disais, je trouve son style vraiment lourd, euh, vraiment pas facile à suivre, parce que les phrases sont parfois alambiquées, mais un truc de dingue. Et pourtant, et pourtant, je continue à le lire, et plus j'en lis, et plus je me dis, c'est quand même bien, c'est quand même bien, c'est quand même bien foutu. Donc ouais, j'aime vraiment bien. J'espère que ça vous plaît aussi les amis. Et du coup, on va se... Désolé si vous entendez du bruit, en fait c'est ma chaise de bureau qui est cassée. Ce qui m'embête beaucoup d'ailleurs, parce que je suis obligé de mettre des tonnes de coussins sous moi, de façon à être à peu près à la hauteur habituelle. Et je trouve ça pas très cool. Bref. Donc désolé si des fois vous entendez des petits... Attendez, j'essaie de le faire. Comme par hasard, je n'y arrive plus. Enfin voilà, si vous entendez des petits poum poum, c'est le pied de ma chaise qui résiste ou qui fait des bruits chelous. Enfin bref, quand je bouge. Donc je suis désolé, j'espère que ça s'entend pas trop au live et que ça ne coupe pas, enfin que ça ne coupe pas, que ça ne voile pas trop ma voix et que la lecture reste compréhensible et agréable. Sur ce les amis, nous allons reprendre tout de suite parce que vraiment je suis dans l'attente, je veux savoir ce qui se passe. Donc je vais pas vous laisser attendre plus longtemps non plus. On est parti pour la quatrième et dernière partie de ce soir. Et on se retrouve du coup tout à l'heure pour l'outro du live. Je vous souhaite encore une fois, une ultime fois, une bonne écoute Wakina, bonne écoute Gaël, bonne écoute The Devilman, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. 4. L'horreur dans les yeux. Un homme qui, sachant ce que je savais sur le monde des tempêtes, chercherait à découvrir seul la peur qui y rôdait, serait anormal. Que deux au moins des phénomènes qui donnaient corps à cette peur fussent détruits ne conférait qu'une mince garantie de sécurité physique et mentale dans cet Achéron diabolique et multiforme. Je n'en continuais pas moins mes recherches, mon zèle augmentant à mesure que les événements devenaient de plus en plus monstrueux. Lorsque 2 jours après mon effroyable aventure dans cette crypte, où j'avais vu les yeux et la griffe, j'appris qu'à 35 kilomètres de là, un nouveau meurtre avait été commis au moment même où les yeux me regardaient, j'éprouvais les convulsions véritables de la terreur. Ce que j'éprouvais était un mélange de peur, de stupeur et de fascination, si intime qu'il en était presque agréable. Parfois, dans les affres du cauchemar, lorsque les puissances invisibles vous font tourbillonner au-dessus des toits d'étranges cités mortes vers l'abîme grimaçant de Nice, c'est un soulagement, et presque un plaisir, de hurler sauvagement et de se jeter volontairement dans le noyau hideux des rêves et de sombrer dans les gouffres sans fond.
Il en était de même pour ce cauchemar vivant du monde des tempêtes. Découvrir qu'il y avait en réalité 2 monstres m'avait donné un désir fou de plonger dans le sol même de ce pays maudit et, de mes mains nues, de faire sortir de la terre empoisonnée la mort qui en couvrait chaque centimètre. Dès que je le pus, j'allai voir la tombe de Yann Martins et creusai vainement au même endroit. Un grand éboulement avait effacé toute trace du passage souterrain, et la pluie avait tellement repoussé la terre dans l'excavation que je ne savais plus jusqu'à quelle profondeur j'avais creusé. Je me rendis également au hameau où la créature de mort avait été brûlée. Je ne fus guère payé de mes peines. Dans les cendres de la cabane tragique, je trouvai plusieurs ossements, mais aucun apparemment ne se rapportait au monstre. Les montagnards prétendaient qu'il n'y avait eu qu'une seule victime, mais à mon avis ils se trompaient, puisque à côté d'un crâne d'homme entier se trouvait un autre fragment d'os qui, sans nul doute, avait également fait partie d'un crâne humain. Bien qu'on eût vu tomber le monstre, nul ne pouvait dire à quoi il ressemblait. Ceux qui l'avaient vu disaient simplement que c'était un démon. Examinant l'arbre où il s'était tapi, je ne vis aucune marque particulière. J'essayai de retrouver des traces dans la forêt obscure, mais cette fois je ne pus supporter la vue de ces fûts à l'air malsain, de ces racines semblables à des serpents qui se tordaient méchamment avant de s'enfoncer dans le sol. Puis, je me mis en devoir d'examiner une fois de plus le hameau abandonné où la mort avait sévi davantage, et où Arthur Munro avait vu quelque chose que la mort l'avait empêché de décrire. Bien que mes recherches précédentes eussent été vaines en dépit de leur minutie, j'avais maintenant de nouveaux éléments d'information à éprouver. Mon horrible circuit dans la tombe m'avait convaincu que l'une au moins de ces créatures était souterraine. Cette fois, le 14 novembre, mes recherches concernèrent spécialement les flancs de Con Mountain et de Maple Hill, qui donnaient sur le malheureux hameau, et j'apportai une attention particulière à la terre meuble de la région où s'était produit l'éboulement sur Maple Hill. L'après-midi ne m'apporta rien de nouveau, et le crépuscule survint au moment où, de Maple Hill, je contemplais le hameau et le mont des tempêtes de l'autre côté de la vallée. Le coucher de soleil avait été magnifique, et la lune montait presque entière, déversant sa lumière argentée sur la plaine, la montagne et les monticules, qui s'élevaient çà et là. C'était un accord paisible et idyllique, mais, sachant ce qu'il cachait, je me prenais à le haïr. Oui, je haïssais la lune moqueuse, la plaine hypocrite, la montagne pourrie, et ces monticules empreints d'une alliance malfaisante avec des puissances cachées et tourmentées. Là, comme je regardais vaguement le paysage au clair de lune, mon regard fut attiré par quelque chose de singulier dans la nature et la disposition de certains éléments topographiques. Sans avoir de notions bien précises de géologie, dès le début j'avais été intrigué par les monticules et les tertres qui couvraient la région. J'avais déjà remarqué qu'ils étaient nombreux autour du mont des tempêtes, et moins fréquents dans la plaine que sur la montagne elle-même. L'existence d'un glacier préhistorique expliquait sans doute cette moindre résistance aux caprices et à la fantaisie du sol. Maintenant, devant les ombres sinistres qui s'allongeaient au clair de lune, je me rendais compte clairement que les points et les lignes du réseau de monticules étaient étrangement en rapport avec le sommet du mont des tempêtes. Le sommet était sans doute un centre d'où rayonnaient indéfiniment et irrégulièrement les lignes et les rangées de monticules, comme si la demeure des Martins eût étendu des tentacules de terreur visibles. Cette idée de tentacules me fit passer sur l'échine un frisson incompréhensible, et je cessai d'analyser les raisons qui m'avaient incité à les prendre pour des phénomènes glaciaires. Plus je réfléchissais, plus cette interprétation me semblait fausse, et brusquement de nouvelles idées se firent jour en moi. J'apercevais d'horribles et grotesques analogies entre l'aspect du sol et ce que j'avais vu lors de mon aventure souterraine. Sans m'en rendre compte, je me mis à répéter des mots sans suite. Mon Dieu, les taupinières. Il faut fouiller tout cet infernal endroit. Combien? Cette nuit-là, à la maison abandonnée. Elles ont saisi Bennett et Toby d'abord, de chaque côté de moi. Puis, frémissant, je me mis à creuser dans le monticule le plus proche de moi, à creuser avec désespoir et jubilation à la fois, à creuser comme un fou, lorsque enfin je criai de saisissement quand je découvris un tunnel ou un boyau exactement semblable à celui où j'avais rampé pendant cette nuit démoniaque. Je me rappelle ensuite m'être mis à courir, bêche en main. C'était affreux, cette course au clair de lune. Je traversai à toute allure des prés couverts de monticules, franchis d'un bond les crevasses malsaines et sans fond de la montagne hantée, et criant, haletant, je bondis à la maison maudite. Là, je me mis à creuser, comme un fou, dans toutes les parties de la cave étouffée par la bruyère, pour trouver le centre et le cœur de cet exécrable univers de monticules. Je me rappelle avoir éclaté de rire en rencontrant l'entrée du tunnel, un trou situé à la base de la cheminée ancienne.
Il y poussait des herbes épaisses dont l'ombre prenait un aspect terrifiant à la lumière de l'unique bougie que, par hasard, j'avais sur moi. Quelle créature était tapie au fond de cette fourmilière d'enfer, attendant le tonnerre pour sortir? Je l'ignorais. 2 hommes étaient morts, peut-être avait-ce été aussi sa fin. Il me restait ce désir brûlant d'atteindre le secret le plus intime de ce démon que je continuais à considérer comme une créature bien définie, matérielle et organique. J'hésitai quelques minutes. Allais-je me mettre immédiatement à explorer le souterrain, seul, à la lueur de ma lampe de poche, ou devais-je d'abord rassembler un groupe de montagnards pour me prêter main forte? Mes réflexions furent interrompues par un brusque coup de vent venu de l'extérieur qui, en éteignant ma bougie, me laissa dans l'obscurité la plus complète. La lumière de la lune ne traversait plus les crevasses et les ouvertures situées au-dessus de moi. Saisi d'une douloureuse appréhension, j'entendis le roulement sinistre et éloquent du tonnerre. Une multitude d'idées confuses s'empara de moi. Je me dirigeais à tâtons vers le coin le plus reculé de la cave. Mon regard, cependant, ne pouvait se détourner de l'horrible ouverture située à la base de la cheminée. Par moments, lorsque la faible lumière des éclairs traversant les herbes au dehors illuminait les fentes du mur, j'apercevais les briques croulantes et les mauvaises herbes qui y croissaient. J'étais consumé d'un mélange de crainte et de curiosité qui allait croissant. Qu'est-ce que la tempête allait faire surgir? À la lumière d'un éclair plus violent, j'allais m'installer derrière une touffe épaisse au travers de laquelle je pourrais voir sans être vu. Si le ciel est miséricordieux, un jour il effacera de ma mémoire le souvenir de ce que je vis. Il me laissera atteindre en paix ma dernière heure. Le sommeil me fuit et, quand il tonne, les narcotiques sont mon seul recours. La chose surgit brusquement. Rien ne l'annonçait. J'entendis d'abord, venant de profondeurs inconcevables, un bruit de galopade, un halètement infernal, un grondement sourd, et enfin je vis sortir, par l'ouverture située à la base de la cheminée, un jaillissement de vie multiple et repoussante, un flot abominable et ténébreux de corruption organique, 1000 fois plus hideux que les conjurations les plus noires de la folie et de la morbidité. Grouillante, bouillonnante, houleuse, écumante comme de la bave de serpent, s'étendant comme une maladie infectieuse, cette horreur sans nom sortait de ce trou béant, et débordait de la cave par toutes les issues possibles, pour se répandre dans les maudites forêts nocturnes et semer la terreur, la maladie et la mort. La chose n'était pas une, elle se composait d'une infinité de créatures. Dieu sait combien il y en avait, des milliers sans doute, et voir leur flot à la lueur intermittente des éclairs était affreux. Lorsqu'elles se furent suffisamment essaimées pour être aperçues comme des organismes distincts, je vis qu'il s'agissait de singes nains et velus, ou de démons, caricatures monstrueuses d'une tribu animale. Leur silence était abominable. C'est à peine si j'entendis un cri lorsque l'une des créatures, avec l'habileté que donne une longue habitude, s'empara d'un de ses compagnons plus faibles, sans repaître. D'autres attrapèrent ce qui restait pour le manger goulûment. Alors, en dépit du vertige que me causaient la peur et le dégoût, la curiosité fut la plus forte. Pendant que le dernier des monstres s'écoulait et quittait ce lieu infernal d'un cauchemar inconnu, je sortis mon automatique et tirai. Le coup de feu fut couvert par l'éclat du tonnerre. Des ombres torrentielles, rouges et visqueuses, se poursuivaient, haletant et glissant dans les corridors infinis du ciel violet et zébré d'éclairs. Fantasmes sans forme, dessin d'un kaléidoscope vampirique. Forêts de chênes monstrueusement nourries dont les racines en forme de serpents se tordaient, aspiraient d'innombrables sucs dans la terre grouillante de démons cannibales. Tentacules en forme de tertre, nés d'un noyau souterrain de pourriture perverse. Éclairs de folie sur des murs couverts de lierre malsain. Galerie démoniaque, étouffée par une végétation putride. Au bout d'une semaine, je me trouvai suffisamment remis pour faire venir d'Albanie une équipe d'ouvriers qui fit sauter à la dynamite la maison des Martens et tout le sommet du mont des tempêtes. Ils écrasèrent tous les monticules visibles, détruisirent certains arbres trop florissants dont l'existence même était une insulte à l'équilibre de l'esprit. Tout ce lieu maudit disparut dans l'oubli. Après cela, je retrouvai un peu de sommeil. Mais je ne goûterai jamais un vrai repos tant que je me rappellerai cet indicible secret de la peur qui rôde. Il continuera à me hanter. Qui sait en effet si des phénomènes analogues ne se produisent pas dans le monde entier? Qui, sachant ce que je sais, peut penser calmement aux cavernes inexplorées et à ce qui peut en sortir? Je ne puis plus voir une entrée de métro ou un puits sans frémir. Pourquoi les médecins ne me donnent-ils pas quelque chose pour dormir ou pour me calmer tout à fait quand ils tonnent? Ce que je vis cette nuit-là
La lueur des éclairs, après avoir tiré sur cette chose rampante et sans nom, était si simple qu'une minute presque s'écoula avant que j'eusse pu comprendre. C'est alors que je me mis à délirer. La chose donnait la nausée, répugnant gorille blanchâtre au croc jaune et pointu, et à l'épaisse fourrure. C'était le stade final de la dégénérescence d'un mammifère, l'effroyable résultat d'alliances consanguines et de cette nutrition cannibale, aérienne et souterraine, le cœur de tout ce chaos, ce grondement, de cette peur grinçante qui rôde à l'arrière-plan de la vie. L'être, en expirant, m'avait regardé. Ses yeux avaient la même bizarrerie que ceux que j'avais aperçus dans le souterrain et qui avaient remué en moi de vagues souvenirs. Un de ses yeux était bleu, l'autre marron. C'étaient les yeux verrons de la maison Martens dont parlait la légende. Et je compris, muet d'une horreur bouleversante, ce qui était advenu de cette famille disparue, de cette famille terrible et sensible au tonnerre, de la sinistre famille Martens. Taylor King Fear, janvier 1929. Et c'est la fin de cette nouvelle, les amis. La fin de La peur qui rôde. Nous allons donc passer à l'outro de ce live. J'espère que la lecture vous a plu, les amis. Personnellement, j'ai énormément apprécié. J'ai énormément aimé. J'avais pas du tout vu la fin venir. Je trouve ça super bien foutu. Alors aujourd'hui, les connaissances scientifiques qu'on a sur ces domaines, de la consanguinité, etc., font que c'est très très difficilement crédible. Mais je trouve que je trouve que cette idée pour en faire toute une nouvelle d'horreur, c'est particulièrement bien trouvé. Je l'ai pas vu venir du tout, vraiment, et je suis assez scotché, je vous avoue. C'est marrant parce que vraiment, les trois dernières nouvelles qu'on a lues de Lovecraft, à savoir Par-delà le mur du sommeil, La tourbière hantée et La peur qui rôde, et ben, je trouve vraiment qu'elles tranchent du reste de son œuvre. Parce qu'elles ont des thèmes un peu différents. Enfin, ouais, c'est peut-être un peu plus. Comment dire? Hmm, je trouve plus le mot. Un peu plus concret. Peut-être un peu plus concret que certaines autres de ses œuvres, puisque voilà, comme je le disais, Lovecraft, son délire, c'est de dire l'indicible, de montrer l'immontrable et de nommer l'innommable. Et là, il y a peut-être quelque chose dans ces trois nouvelles qu'on a lues dernièrement, d'un peu plus ouais, concret, parce que finalement, c'est des problèmes qui sont réglés, entre guillemets. Enfin, en tout cas, même si on ne comprend pas forcément tous les tenants et aboutissants, on comprend la logique et on comprend d'où ça vient au final. Et ça a une justification très matérielle, on va dire. Donc, ouais, peut-être un peu différent en tout cas de ceux dont j'ai l'habitude avec Lovecraft, mais je les trouve vraiment bien ces nouvelles. Et là, La peur qui rôde, elle m'a vraiment super plu, quoi. Je pense qu'elle se classe dans mes préférés de Lovecraft, clairement. J'espère que ça aura été pardon, le cas pour vous également. La prochaine fois, lors du prochain live, nous poursuivrons avec une nouvelle, encore une fois, qui sera cette fois-ci La couleur tombée du ciel, que jusqu'à présent je considérais comme ma nouvelle préférée de Lovecraft. Donc bah, voilà, je vous la lirai et puis on verra si j'ai toujours cet avis. Je vous avoue que je m'en rappelle très vaguement, mais juste je me rappelle que l'idée principale de la nouvelle, je trouve que c'est une idée géniale. Donc voilà, je vais pas vous en dire trop, je vais pas vous spoiler, mais j'ai hâte de redécouvrir ça avec vous. J'espère que vous serez agréablement surpris aussi par cette lecture. Et j'espère que ce petit run sur Lovecraft vous plaît. Je vais vous laisser là. Du coup, on est le dimanche 18 février 2018 et je ne sais pas quand est-ce que je ferai le prochain live.
Ça peut potentiellement être mercredi, peut-être mercredi, peut-être jeudi. Voilà, on va partir là-dessus. J'irai mercredi ou jeudi. Donc mercredi 21 ou jeudi 22 février 2018, peut-être nous lirons La couleur tombée du ciel. De toute manière, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur mon Facebook, sur mon Twitter, sur mon Wattpad, je publie des textes, je vous préviens pas. Attention, attention, c'est un piège. Sur YouTube, vous pourrez retrouver toutes les rediffusions de toutes les lectures que j'ai déjà effectuées, y compris celles sur Lovecraft. Dans les jours à venir, à chaque fois je les publie 2 jours après avoir fait le live. Et puis n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vraiment vous avez envie qu'on soit un peu plus proche, n'est-ce pas, et qu'on discute un peu. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Qu'on partage nos expériences de lecture, par exemple. Voilà, voilou, ou qu'on dialogue sur n'importe lequel de mes projets d'ailleurs, si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Voilà, voilou, je pense avoir tout dit. J'aime pas réclamer ça en vrai, j'aime pas ça parce que je trouve que ça fait. Enfin ouais, je trouve ça presque impoli, enfin je sais pas. J'aime pas quémander, mais bon. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me donner votre avis sur l'histoire, sur la lecture. Donc attention, je fais bien le distinguo hein, sur l'histoire et ce que vous avez pensé de l'histoire et sur la manière dont j'ai lu, pardon. Et si elle vous a plu, si vous avez des choses qui vous ont déplu, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir. Je prends tout, sachant que bah, moi ça m'aide à me faire un avis sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, sur est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je fais les choses bien, entre guillemets. Et c'est dérisoire, je sais, c'est presque rien, un petit j'aime, mais moi quand je vois un petit j'aime ou un petit commentaire, je suis en mode oui, j'ai fait plaisir à quelqu'un, et du coup ça me rend jouasse. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça a été le cas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'être passé Wakina, merci Gaël, merci The Devilman. Ça fait super plaisir de vous avoir accueilli ce soir. Bonne soirée, bonne nuit, et à la prochaine pour la prochaine lecture. Salut!